Tout le monde connaît Anne de Bretagne, la dernière duchesse de Bretagne. Mais pourquoi fut-elle la dernière? Pourquoi personne ne lui succéda? Parce qu'elle n'a pas eu de fils? Non. Parce que c'était prévu au contrat de mariage, non? Non. Comment ça, non? Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Anne de Bretagne est née le 25 janvier 1477. Et à l'époque où elle naît, la Bretagne est un duché indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas au domaine français. Mais ce duché intéresse énormément le roi de France, et ce depuis longtemps. D'ailleurs, le duché et le royaume de France sont en guerre. De plus, il y a une incertitude sur qui pour succéder au duc de Bretagne. Certains vous diront que selon le traité de Guérande, signé en 1365, Anne de Bretagne n'aurait pas dû hériter du duché. En effet, ce traité dit que la loi successorale du duché de Bretagne est établie comme suit. 1. Le duché se transmet de mâle, en ligne masculine, dans la famille des Montfort. 2. En l'absence d'héritier mâle, il reviendra à la famille Penthièvre. Le seul petit problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'héritier mâle, ni chez les Montfort, ni chez les Penthièvre. Et donc, le traité de Guérande, il est bien mignon, mais il ne donne aucune solution à une telle situation. De plus, l'histoire de Bretagne est remplie de duchesses qui ont hérité des terres bretonnes. Marguerite de Foix, qui est en faveur d'Anne, le met en avant pour faire accepter à tous qu'Anne est la légitime héritière du duché. Et effectivement, c'est ce qui est, in fine, accepté par les États de Bretagne, réunis le 20 février 1486 à Rennes. Ça veut dire qu'elle en a hérité légalement? Oui. En 1488, à la mort de François II, elle devient duchesse de Bretagne. Elle a 11 ans. Anne, toute jeune duchesse, va très vite chercher des appuis militaires et décide d'épouser le roi des Romains, Maximilien Ier. La Bretagne se lie donc à l'Empire romain germanique, en gros l'Allemagne. Et cela ne plaît pas du tout à Charles VIII, au roi de France, qui se trouve pris en étau. Et comme en plus ça va à l'encontre du traité de Vergès, Le traité de Vergès? alors ce traité a été signé entre le roi de France et le père d'Anne, et il impose à Anne d'obtenir l'accord du roi de France avant de se marier. Mais c'est surtout un merveilleux prétexte, ce traité, pour relancer la guerre entre la Bretagne et la France. En 1491, Charles VIII assiège Rennes et Anne, dans sa reddition, accepte d'épouser le roi de France. Et le mariage avec Maximilien Ier? Un détail qui sera réglé après coup par le pape. Alors, le mariage entre la duchesse de Bretagne et le roi de France prévoit deux clauses importantes. D'une part, il doit assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France. D'autre part, si Charles VIII vient à décéder sans qu'elle ne lui ait donné de progéniture, elle devra épouser le roi de France qui lui succédera. Ils se marièrent le 6 décembre 1491 et eurent beaucoup d'enfants. Enfin presque. Anne tombera enceinte à plusieurs reprises, mais elle enchaînera les fausses couches et les mort-nés jusqu'au 10 octobre 1992 où naît enfin Charles d'Orléans, le dauphin de France. Malheureusement, comme tous les enfants d'Anne et de Charles VIII, il meurt en bas âge le 4 décembre 1495. Le 20 mars 1498, la reine accouche de nouveau d'un enfant, mort-né pour changer. Il faut dire que si le roi est coureur de jupons, sa constitution laisse à penser que la consanguinité fait de lui une fin de race, et qu'en conséquence, le fruit de ses entrailles a peu de chances d'être viable. À ce point? Il a une mauvaise santé, son apparence est monstrueuse, 6 orteils par pied. Mais laissons plutôt la parole à l'ambassadeur vénitien Zaccaria Contarini, qui le décrit en 1492. La majesté du roi de France a 22 ans, petite et mal composée de la personne, laide de visage, qui a de grands yeux blancs, et beaucoup plus apte à voir peu que beaucoup, le nez aquilin, pareillement grand et épais, beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Ses lèvres sont grandes et restent continuellement ouvertes,
et elle a quelques mouvements de main spomadiques qui semblent très laids à voir, et elle est très tardue in liquotione, comprendre d'élocution lente. Selon mon opinion, qui peut être très bien fausse, je tiens pour certain que de corpore et de ingenio parum valgra, qu'il vaut peu physiquement et intellectuellement. Cependant, il est loué par tous à Paris pour très bien jouer au ballon, à la chasse et à la joute, exercice bon ou mauvais dans lequel il passe beaucoup de temps. Paradoxalement, l'entrejambe fonctionne à merveille. Il est coureur de jupons invétéré. Le chroniqueur Girolamo Priuli écrit qu'il est compté parmi les hommes les plus obscènes de France. Mais revenons à Anne et ses accouchements. Quoi que l'on pense de Charles, il a une certaine affection pour Anne. Et après ce dernier accouchement raté, il décide, le 7 avril 1498, de l'emmener voir une partie de jeu de paume dans la salle du château d'Ambroise, et ce, afin de lui changer les idées. Malgré sa petite taille, il arrive à se prendre le linteau de la porte en pleine tête. À partir de là, ses heures sont comptées. L'hémorragie cérébrale commence, et quelques heures plus tard, il s'écroule. Il meurt un peu avant minuit. Il n'a que 27 ans. Le roi Charles VIII est mort. Vive le roi Louis XII. Et Louis XII épouse Anne. Alors non, car Louis XII est marié. Certes, il est mal marié. Louis XI avait décidé qu'il épouserait Jeanne la Boiteuse, Jeanne l'Estropié, afin de tuer dans l'œuf la branche orléanaise. N'allez pas confondre avec Jeanne la Boiteuse de la guerre de succession, hein. La Jeanne la Boiteuse dont je vous parle est la fille de Louis XI. Et si Louis XI donne sa fille chétive à son petit-neveu, c'est parce qu'il pense que sa fille n'est pas capable d'engendrer une descendance viable, et qu'ainsi, il provoquera l'extinction de la branche orléanaise. Branche qui reste toujours une menace pour la branche aînée des Valois. Soyons clairs, c'est un affront que fait Louis XI à Louis XII, sachant que Louis XII ne peut refuser la fille du roi. Et tada, Jeanne meurt. Ah non, non, Louis XII n'a pas cette chance. Mais maintenant qu'il est roi, il va sauter sur l'opportunité que lui offre le traité de Langeais pour annuler le mariage avec Jeanne la Boiteuse, et épouser dans la foulée Anne le 8 janvier 1499. Et le pape va lui dérouler le tapis rouge. Et que va-t-il arriver à Jeanne? Elle va finir sa vie au couvent dans une piété absolue. Et elle sera canonisée quelques siècles plus tard. Mais revenons au mariage d'Anne et de Louis XII. Que dit-il? Certes, la Bretagne reste dans l'orbite de la France, mais le nouveau contrat de mariage spécifie que l'héritier du royaume de France ne pourra être l'héritier du duché de Bretagne. Ou pour être plus clair, ce sera le cadet des fils ou l'aîné des filles qui héritera du duché. Le roi de France ne peut être le duc de Bretagne. Elle assure ainsi l'indépendance de la Bretagne. Il signe un deuxième traité publié le 19 janvier 1499, comprenant des dispositions générales vis-à-vis du duché de Bretagne, dont le rétablissement de la souveraineté d'Anne de Bretagne sur son duché, rétablissement des chancelleries, conseils, parlement, chambre des comptes, trésorerie, justice, monnaie et séparation des deux couronnes. En clair, tu nous expliques que la Bretagne a retrouvé son entière indépendance. Oui, à un détail près. Anne n'a pas encore d'enfant à l'époque, mais ils ne vont pas se faire attendre. En octobre 1499, elle accouche de Claude, une fille. En octobre 1510, elle accouche de René, une fille. En janvier 1512, elle accouche enfin d'un fils. Il lui, quelques heures. Dommage. Donc, l'indépendance du duché de Bretagne est sauvée puisque Anne a une descendance. En revanche, il nous manque toujours un héritier au royaume de France. À ce moment-là de l'histoire, Anne a mené 10 grossesses à terme, dont 7 sont morts-nés. Et le seul enfant mâle est mort en bas âge. Et ce, sans compter toutes les grossesses qui ont fini en fausse couche, que l'on estime à une dizaine. Le peuple, lui, verra dans ces morts successives une punition divine, dirigée contre Charles VIII et Louis XII, à cause de leur convoitise sur la Bretagne.
Le premier a renvoyé sa fiancée, Marguerite d'Autriche, pour épouser Anne de Dreux, qui apportait la Bretagne en dot. Le second a répudié son épouse, Jeanne de France, pour ne pas laisser échapper le duché si durement acquis. Louis XII, lui, est beaucoup plus pragmatique. Il commence à se demander si Anne pourra lui donner un fils, surtout qu'elle approche la quarantaine. Et il arrange le mariage de sa fille aînée, Claude, avec le duc d'Angoulême, duc qui est voué à devenir le futur roi de France si Louis XII n'obtient pas de fils. Si la loi salique l'empêche de devenir reine de France, elle le sera en tant qu'épouse, et il fait bien. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514 à l'âge de 37 ans, sans doute épuisée par ses nombreuses grossesses. Une reine vient de mourir, soit, mais aussi une duchesse. Alors qui va en hériter? Et là encore, les traités n'ont pas prévu cette situation. Ben si, Anne n'ayant pas eu de fils, c'est à sa fille aînée d'hériter du duché. Fille qui est mariée au roi de France, donc ce pourrait aussi bien être à sa fille cadette. Mais la question fut réglée avec plus de subtilité. Plus de subtilité. N'oublie pas, la question est de savoir pourquoi personne lui succéda. Mais elle a eu des filles. Ce n'est pas possible que personne ne lui succède. Pour comprendre, il faut se pencher sur le déroulement de son enterrement. L'enterrement d'Anne va être organisé, et ses funérailles seront un événement mémorable qui fut voulu comme tel. Bien que Louis XII soit très affecté par la mort d'Anne, ce n'est pas lui qui organisera les funérailles. Peut-être le savez-vous, mais par tradition, on dit que le roi ne souffre pas la présence de la mort. Celui qui sera chargé d'organiser les funérailles est le duc d'Angoulême, François d'Angoulême, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de François Ier. C'est donc le futur roi de France, celui qui doit épouser Claude, la fille aînée d'Anne. Et je suppose que si tu insistes autant, c'est que c'est important. À ton avis? Quant aux funérailles, Anne, ayant choisi la tripartition du corps, elle se déroule en 3 lieux. Alors, si cette pratique vous interroge, je vous conseille cette vidéo. Donc lorsqu'elle meurt, un chirurgien, Mathurin de Boismar, va procéder à l'embaumement en séparant d'un côté les viscères, qui sont des organes qui se dégradent très vite et qui sont enterrés, comme il était de coutume, sur place, à Blois, lieu de son décès, sans doute dans la chapelle Saint-Collet. Le cœur, qui sera transféré à Nantes, est ainsi enterré dans la capitale de Bretagne. Il fera l'objet d'une procession particulière. Je reviendrai sur cet événement à la fin de la vidéo. Et le corps, dont nous allons suivre le chemin dès maintenant. Donc, le duc d'Angoulême est chargé d'organiser les funérailles de son corps. Dans un premier temps, le corps, lui, est exposé dans sa chambre, puis dans la salle d'honneur, vêtu de son habit royal, et le 16 janvier, le corps est mis en bière. Mais ça devait empester. Alors, l'hiver 1514 est particulièrement rugueux. Donc c'est comme si elle était restée dans une chambre froide. Le corps est pratiquement congelé. Enfin, c'est ce que dit Pierre Choc avec des mots plus pieux et respectueux. Pour la petite histoire, il semble qu'à l'époque les souverains étaient enterrés, à l'instar du reste des croyants, nus dans leur linceul. De sorte qu'en se décomposant, il ne reste que les symboles de leur pouvoir. Alors, il avait été décidé que son corps, comme tous ceux des reines de France, serait enterré à l'abbaye de Saint-Denis. Mais qui est-ce que l'on enterre? Car Anne regroupait 2 personnes morales. D'une part, la reine de France, d'autre part, la duchesse de Bretagne. Par ailleurs, il y a un point important à noter. Le cérémonial autour de l'enterrement d'une reine est une tradition réinventée à chaque fois. Pour bien comprendre, il y a un roi qui meurt tous les 20 ans. En revanche, une reine qui meurt avant son conjoint, c'est-à-dire qui meurt en tant que reine, c'est beaucoup plus rare. Et comme à chaque fois, on ne se souvient pas franchement de ce que l'on a fait la dernière fois, on improvise un peu. Par exemple, contrairement à ce qu'écrit le juriste Jean du Luc au XVIe siècle, l'exposition des corps royaux au public ne date que du XVe siècle. La seule vraie tradition était la procession funéraire. Tout comme il est de coutume que des pauvres escortent le convoi, sauf que dans la pratique, les pauvres ont autre chose à faire,
Et ils sont souvent remplacés par des proches de la duchesse, en gros tout ce qu'il y a de moins pauvre de la haute noblesse. Mais peu importe, le 16 février, le convoi arrive à Saint-Denis. Enfin. Attends, cela fait plus d'un mois qu'elle se décompose dans son cercueil. À ton avis, pourquoi ce sont des cercueils de plomb scellés ? Pendant la cérémonie, il est décliné l'ensemble de la généalogie d'Anne, qui commence par Brutus de Troie, arrière-petit-fils d'Hérée, le premier roi légendaire de Bretagne, le père de tous les Bretons, à qui revient la découverte de l'hermine au croisier, qu'il appelle Troisie, en souvenir de Troie. Ah, les mythes et légendes. Ce qui veut dire qu'à Saint-Denis, on enterre la reine et la duchesse. Sauf que là, on la met en terre et basta. Je m'explique, le fameux cri « Le roi est mort, vive le roi !» n'apparaît qu'au XVIe siècle. Mais déjà pour Charles VIII, il avait été prononcé la formule suivante. Le roi Charles est mort, vive le roi Louis, comme symbole de continuité et de transcendance. Or, s'il est vrai qu'en tant que reine, cette phrase n'a pas de sens, en tant que duchesse de Bretagne, elle a un sens, et surtout une importance primordiale. Et à ce moment-là de la cérémonie, Claude ou sa sœur, ou n'importe qui en fait, aurait dû être désignée comme duchesse de Bretagne. Mais là, rien. De plus, on peut noter les points suivants. Les filles d'Anne, Renée et Claude, sont absentes de la cérémonie. François d'Angoulême, qui a organisé la cérémonie et qui est vraisemblablement le futur roi de France, s'est aussi octroyé une place de choix dans le cortège. Juste derrière le corps, justement là où normalement se place le successeur légitime du défunt. Mais il n'est pas légitime, il ne sera pas reine de France, il ne peut pas prétendre au duché. Il n'empêche que c'est la place qu'il s'octroie aux dépens de sa cousine Claude, sa future femme qui va avoir du mal à revendiquer un duché contre son propre mari ou son père. Oui, mais on peut aussi bien considérer qu'il ne s'agit que de l'enterrement de la reine payé par le royaume de France, et que l'enterrement de la duchesse se fait à Nantes, par l'ensevelissement du cœur. Jolie hypothèse. Alors juste pour information, cette cérémonie dispendieuse a été payée sur les deniers de Feu la Reine, c'est-à-dire avec les revenus issus du duché breton. Il coûtera 15 000 livres tournois. Mais je vous propose de regarder maintenant la cérémonie autour du cœur, qui elle ne coûtera que 700 livres tournois, aussi payés par la cassette de la reine duchesse. Donc, concernant le cœur, c'est Anne qui demande à pouvoir faire offrande de son cœur à ses Bretons, bons amis et loyaux sujets. À l'époque, c'est une demande assez commune pour des femmes de ce rang. Louis XII l'accepte sans difficulté. Le cœur arrive le 13 mars à Nantes, dans sa jolie boîte. Il est d'abord exposé auprès d'Arthur III de Bretagne, et là aussi on peut se demander qui on enterre. Arthur III était duc de Bretagne, certes, mais également le connétable de France, vainqueur de Formigny. Donc là aussi on marque la double appartenance. Ensuite, le cœur est transféré à l'église des Carmes, déposé entre le corps de ses deux parents. Pour l'occasion, Nantes se pare de blanc. Comment ça, de blanc? Le noir, comme couleur de deuil, c'est une tradition bretonne. Ben en fait non, on l'a longtemps cru, hein. Mais à l'époque, le noir est la couleur du deuil dans tout le royaume de France, alors que c'est le blanc en Bretagne. C'est un symbole d'humilité. Non, si aujourd'hui c'est le noir la couleur du deuil en Bretagne, c'est juste que vous vous êtes assimilés. Mais bon d'accord. Les funérailles d'Anne de Bretagne furent un moment de com' réussi. Mais tu n'as pas répondu à la question du début. Mais pourquoi fut-elle la dernière des duchesses? Pourquoi personne ne lui succéda? Eh bien la réponse est simple. Au moment de ses funérailles, on a bien enterré la reine de France, mais on a malencontreusement oublié d'enterrer la duchesse, et donc de désigner une successeur. Oups! François Ier deviendra roi de France, Claude, la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, deviendra la reine de France, et l'indépendance de la Bretagne sera lentement oubliée dans les abysses de l'histoire. C'est une blague? L'histoire est une vaste blague.